Un technicien de la discipline. Hein. C'est vrai que moi je suis défenseur des droits de l'homme. Sur tout sujet, on a vraiment. Parce que tout ça, ça fait partie des droits de l'homme. D'accord. Mais je voudrais, si ça ne me dérange pas, puisque c'est lui qui nous forme. Moi-même, j'ai un permis de conduire. Qui m'a donné, qui m'a permis d'avoir ce permis. C'est quand même un agent de l'auto-école. Donc je peux bien répondre, mais je souhaiterais que lui, il ouvre. Et puis bon, nous, on va suivre. D'accord. Alors, monsieur Seri, vous avez la parole. Hein. Comment est-ce que vous pourriez définir la sécurité routière? Donc, déjà, la sécurité routière, c'est l'ensemble des mesures et comportements visant à protéger les usagers de la route. Ça va de celui qui conduit la voiture, du cycliste, du motocycliste et de celui aussi qui traverse la route. Juste sur le trottoir, tout le monde est concerné. Très bien. Voilà. Alors, allez-y. Voilà, donc moi, vous voyez que maintenant qu'il a ouvert, c'est juste pour dire qu'en fait, on va globaliser pour dire que c'est un ensemble de mesures qui sont prises pour éviter les accidents avec des conséquences désastreuses. Donc, comme il l'a dit, ce n'est pas seulement le conducteur qui est concerné, il y a le piéton, il y a le cycliste, il y a un peu tout le monde. Donc, je pense que l'attention des uns et des autres sur cette question qui est très. Quand vous voyez les statistiques, après je reviendrai un peu là-dessus, mais c'est alarmant quand même. Et c'est pour ça que votre émission est très importante. Très bien. Alors vous l'avez dit, hein, les statistiques sont alarmantes, mais j'ai bien envie de savoir, lorsqu'on parle de sécurité routière, quelles sont les règles à respecter, monsieur Conan? D'abord, je voudrais dire réellement merci à mon cher président, qui est la personne de M. Ouattara Kiforienza, qui m'a permis de pouvoir assister à cette émission. Répondant à votre question, voilà, comme règle, voilà, par la grâce de Dieu, nous avons avec nous un technicien d'auto-école, voilà, qui lui, voilà, déjà faisant connaître toutes ces règles à tous les apprenants dans une auto-école. Mais moi, je vais me précipiter, anticiper en disant que la première règle, il faut respecter les règles de circulation. C'est-à-dire, il faut respecter la limitation de vitesse, les feux de signalisation, les panneaux de circulation. Tout ceci est vraiment fondamental pour pouvoir éviter les accidents. Alors, il faut aussi le port de casque, de la ceinture de sécurité. Il faut aussi éviter aussi de pouvoir rouler à une vitesse démesurée. Parce qu'il y a une vitesse, voilà, quand on a appris ça en auto-école, il y a des vitesses qui sont, voilà, quand même conseillées. Voilà, pour que le conducteur puisse vraiment entendre en fonction du lieu et en fonction aussi de l'espace dont il se trouve. Très bien, merci beaucoup M. Coton. On va maintenant prendre l'avis de notre expert sur cette question. D'accord, les règles de la sécurité routière. Déjà, il y a ce qu'on appelle le code de la route. Très bien. Et c'est un ensemble de lois et de règles qu'on a mis en place pour permettre aux gens de savoir se situer et se comporter sur la route. Voilà. Donc, si on doit donner des exemples de règles à suivre, c'est de respecter les limitations de vitesse. Et pour rester dans le cadre de Boaké, on va dire le port de casque. J'ai remarqué que les motocyclistes n'aiment pas mettre les rétroviseurs. Voilà. J'entends comme ça que ça alourdit la moto, ça ne permet pas de se faufiler entre les véhicules. Voilà. Donc il y a plein de règles. Voilà. Donc on va dire ça comme ça. Alors merci beaucoup. Alors, selon un état des accidents de la circulation en Côte d'Ivoire, en 2021, fait par le ministre en charge de la sécurité routière, on a pour l'année 2021 14 234 accidents corporels de la circulation qui ont entraîné 1614 tués et 21 201 blessés, dont 65% sont des blessés graves, soit 13 690. On constate alors une croissance des accidents, des tués et des blessés respectivement de 11%, 7% et 20%. C'est un rapport de l'année 2020. Alors, qu'est-ce qui explique un taux aussi croissant des accidents de la circulation? On va prendre l'avis du docteur Boujas. Oui, merci. Merci. Je me réjouis que notre spécialiste de la matière nous a ramené tout de suite au code de la route. Voilà. Parce que quand notre journaliste Cristal nous demande quelles sont les règles, évidemment, on peut citer pêle-mêle comme on veut, mais il y a un document phare, un document de base qui s'appelle le code de la route. Tout y est. Donc,
tout de suite, il faut faire référence à ce document-là. Parce que d'un point de vue scientifique, ce n'est pas quelqu'un qui invente les règles. N'importe qui ne se lève pas pour dire il faut faire ceci, il faut faire ça. Tout est précisé dans un code. Et le code, c'est un document qui a été établi par... C'est un peu la loi là, à respecter forcément. Alors, elle a posé une question fondamentale. Hein. Qu'est-ce qui explique que nous avons un taux aussi élevé, environ 1600 voilà, morts en 2021. Donc, est-ce que les chiffres sont croissants ou pas? Ce qui explique, il y a plusieurs raisons. Mais avant qu'on en arrive aux sources, moi je voudrais qu'on soit pragmatique. La première des choses, c'est que nous, citoyens, nous ne respectons pas le code de la route. Finalement, on pense que le code de la route, c'est fait seulement pour ceux qui passent le permis de conduire. Mais nous sommes dans la société. Si tu ne connais pas tellement le code de la route, tu ne sais pas qu'au feu rouge, piéton, tu dois t'arrêter. Donc ça veut dire que le code de la route nous intéresse tous. Et on doit tous lire au moins le code de la route. Si nos parents ne sont pas lettrés, mais au moins à nous, les enfants qui sont allés à l'école, de dire, ah, si tu veux traverser au feu rouge, il faut t'arrêter, etc. Donc, premier élément, le manque de connaissance du code de la route. Et puis, il y a l'incivisme aussi. Il y a l'incivisme au niveau des... Là, vraiment, je voulais dire au niveau des conducteurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas les dernières statistiques s'agissant des personnes, la nature et la catégorie des conducteurs qui font beaucoup d'accidents. Mais je pense que c'est dans le milieu des transporteurs. Parce qu'évidemment, ils sont toujours pressés en train de rechercher leur recette, voilà, recette de la journée. Donc, ils sont beaucoup impliqués et ils ne respectent pas pour la plupart aussi le code de la route. Il y a l'incivisme et puis il y a parfois aussi l'alcool. Donc, je donne pêle-mêle comme ça, comme je ne suis pas seul, les autres vont compléter, mais parfois aussi, il y en a qui sont alcooliques, qui boivent et qui prennent le volant. Des choses qui sont strictement interdites. Et puis après, je reviendrai sur des dispositions que l'État prend pour que cette question-là aussi soit réglée. Parce que j'ai une idée sur la question. Alors, allez-y, monsieur aussi. D'accord, je vais ajouter sur ce que le docteur a dit. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais la grande partie du pourcentage est liée au facteur humain. Quand on parle de facteur humain, on dit c'est la faute de l'homme, c'est pas sa voiture. C'est pas une autre personne, c'est la faute de l'homme. C'est pas la route. Voilà, c'est pas la route, c'est l'homme. Voilà, en grande partie, voilà. Et on a tous ce gros cœur là qui fait que on veut, parce qu'on nous a dépassé, on veut rattraper la personne, on nous a mal dépassé, on veut forcément, voilà. Donc on va demander aux Ivoiriens de mettre balle à terre, voilà. Et puis de faire un peu de courtoisie. Monsieur Konon, quelque chose à ajouter sur les raisons de cette croissance-là? Oui, je voudrais mentionner aussi le cas de l'entretien des véhicules. Parce que c'est un cas qu'il faut mentionner. Alors, on peut connaître le code de la route, mais si son véhicule n'est pas entretenu, je pense que ça peut aussi empêcher. Voilà, ça peut être aussi un risque d'accident ou d'incident. Donc il faut inviter aussi tous les conducteurs à pouvoir entretenir aussi les véhicules. À côté de cela aussi, comme le docteur Boga l'a dit tout à l'heure, il faut mener aussi des séances de formation, parce que les séances de formation d'auto-école ne suffisent pas. Voilà, c'est seulement qu'on regarde en fonction de la disponibilité de l'apprenant et puis on trace un programme, mais ça ne suffit pas. Il faut des formations, des sensibilisations. Et nous, la société civile, en tant que jeunes, nous organisons à tout moment des formations pour pouvoir permettre à tous les jeunes de prendre part et de se former afin de pouvoir avoir une idée adéquate, une idée vraiment tracée en ce qui concerne l'usage du code de la route. Très bien. Alors nous avons également pris l'avis de nos auditeurs à ce sujet. Donc on va aller pour le micro de la publicité de la technique et au moment juste après. Ce que je voulais vous dire, c'est l'ensemble de toutes les mesures qui visent à discipliner pendant la conduite afin d'éviter les accidents. Ceci dit, prendre ces précautions, le port des casques, respecter les codes de la route, en tout cas tout ce qui est en rapport avec les mesures pour éviter les accidents. Je suis dans l'immobilier. Ce qui peut retenir pour moi, c'est la prudence. Il faut être prudent. Quand tu roules aujourd'hui, il faut rouler aussi plus de l'autre qui a
à côté de toi. Parce que si lui n'est pas prudent, que toi tu es prudent, on peut trouver. Est-ce que les habitants de la ville de Guadeloupe respectent le code de la route du Michel Péroxy? Je suis étudiant en BPS SCG. Non, selon moi, ils ne respectent pas les codes de la route. Parce qu'ils ne roulent pas doucement et puis il y a beaucoup d'accidents qui se passent dans la ville. Ils ne sont pas prudents, ils ne respectent pas les codes de la route. Quand je me marie, par exemple, toute franchise, non, ils ne respectent pas les codes de la route. Les automobilistes, même dans les mêmes, c'est grave. Puis le feu, ne pose pas les tasses, en tout cas, pas de respect. Alors, comment faire de limiter les accidents de circulation au sein de la ville de Guadeloupe? Michel Péroxy. Pour ma part, on va supprimer les motos. Les motos ne doivent plus rouler dans la rue maternelle. Très mal fait. Si vous prenez des accidents en sécurité pour les motos, en faisant des accidents, tu peux avoir des blessures. La loupe et le mot de la démon. J'aimerais qu'on supprime d'autres par rapport aux motos parce que on va les Quand je me marie, par exemple, moi je pense que c'est. Ça me parle de la chanson là. Un peu. Je pense que c'est à ce niveau-là que le travail doit être fait. Parce que les autorités s'appellent à faire en sorte que les choses se passent bien, mais les autorités sont tellement têtues que même s'ils sont sensibilisés en ce sens-là, on croit que les choses évoluent. Quelques secondes. Genre 30 secondes, c'est bon. Ils vont bombarder les motos là. Alors nous sommes de retour en studio et nous venons à l'instant d'écouter le micro-trottoir. Je vais rappeler pour tous ceux qui viennent de prendre en marche que vous suivez l'émission C'est la jeunesse en direct de l'écho de Becké FM, la radio qui va jusqu'au bout du monde, 107.2 comme tu l'entends. Alors nous avons tout à l'heure là écouté le micro-trottoir. C'est revenu plusieurs fois que les habitants de la ville de Becké ne respectent malheureusement pas le code de la route. On a également entendu parler de suppression des mototaxis sur tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? On va commencer par monsieur, donc spécialiste du jour, monsieur Cyril. Je pense que les mototaxis, c'est jeune, hein, voilà. Et si on supprime ça, il faudrait que nos autorités trouvent une autre activité pour eux. Mais pour rester dans notre cadre, je dirais comme ça qu'on peut essayer de les organiser et leur offrir des formations. Et moi, je pense que les auto-écoles, je suis le chargé de communication du collectif des auto-écoles de Becké aussi. Voilà, je pense que les auto-écoles sont prêtes et d'accord, je vais prendre ça voilà, comme ça, pour déjà accompagner. Parce que la formation, l'auto-école a le rôle de formateur continu. Chez moi, je dis toujours aux élèves, c'est vrai, tu as eu ton permis, mais l'auto-école reste ouverte pour toi à vie. Tant que tu veux venir sur les cours de code, tu as besoin de conseils, tu viens. Bon, moi je pense que supprimer les mototaxis, les mototaxis déjà répondent à une question de société, voilà, qui est le chômage. Alors, si tu vois des jeunes qui commencent à rouler, voilà, se mettre à mener cette activité, ça veut dire qu'en réalité, ils sont aussi en activité, comme l'expert l'a dit tout à l'heure. Mais ce que je veux dire, c'est que l'État peut prendre des mesures pour pouvoir réglementer en fait. Même s'il s'agit des mototaxis, il faut prendre des mesures en ce qui concerne des juridictions qui sont encore plus fortes pour pouvoir permettre aux mototaxis. Les mototaxis ne sont pas de façon nationale. Il y a des contrées, bien des villes en Côte d'Ivoire qui n'y a pas de mototaxis. À Boaké,
dans le béquet. Voilà, c'est vraiment de la coutumée. On va nous tasser un peu plus. Je ne sais pas si Dr Bougal a remarqué depuis sa venue. Oui, non, bien sûr, j'ai bien remarqué et merci pour moi. Je vais compléter un peu ce que vous avez dit. En fait, la société évolue. Moi, je connais Bouaké depuis 1992. On est les premiers étudiants de l'université de Bouaké. J'ai fait toutes mes classes là et je suis enseignant dans cette université-là. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que quand on commençait, il n'y avait pas suffisamment de taxis d'abord. Les étudiants arrivaient, on était très nombreux, mais il n'y avait pas de moto-taxi. Vous savez que ce phénomène est venu suite après la période de guerre que nous avons connue. Et donc la population s'est entassée, on n'avait plus tout notre pays s'était un peu déglingué dans ses fondements. Et donc il y a de nouvelles habitudes qui naissent. C'est à l'État de constater le fait et puis de dire, bon, le phénomène est là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que finalement, les motos-taxis, on les fabrique ici. Tout ça, c'est de l'argent. On les vend ici. Donc l'État ne peut pas dire qu'il n'est pas conscient. Mais comme c'est un nouveau phénomène qui arrive dans la société, c'est à l'État de les réguler, de les accompagner. Et je crois que je suis d'accord avec l'association des auto-écoles. En tout cas, merci pour l'information. Je crois que les autorités vont entendre cela. Et puis, les motos-taxis étant organisés aussi en syndicat, ils vont certainement vous approcher. Parce que souvent, on attend tout de l'État, mais parfois l'État vient en retard. Et comme c'est eux qui sont toujours dans la conduite au quotidien, le syndicat aussi peut vous approcher, vous négocier. Et même ça, l'État peut parrainer. C'est à ce moment-là qu'il faut aller voir les autorités de la ville, le maire, le conseil régional, les ministres qui sont résidents ici, pour leur dire, bon, voici notre projet, on fait beaucoup d'accidents, la population est en danger, nous-mêmes on est conscients de cela, aidez-nous à aller nous former pour intensifier pour améliorer notre conduite. Ça, c'est concret et c'est pratique. Et je pense que vous, jeunes, qui êtes aussi bien organisés avec votre délégation et les auto-écoles, vous pouvez vraiment, il le faut, c'est une urgence. Parce que sinon, les chiffres qu'on évoque là, ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. C'est à nous de prendre aussi nos responsabilités. Alors, parlons des chiffres. Généralement, on remarque que les auteurs des accidents ont tendance à s'enfuir lorsqu'il y a un accident. Est-ce que du point de vue de la morale et de la loi, du droit humain, si on peut le dire ainsi, est-ce que c'est normal? Et surtout, comment est-ce qu'il faut réagir lorsqu'on constate un accident ou lorsqu'on est, auteur d'un accident? Non, c'est une question qui me concerne directement en tant que défenseur des droits de l'homme et ça me préoccupe. Je pense que ce n'est même pas que de l'incivisme, c'est non seulement une lâcheté d'un point de vue moral, mais c'est une faute grave, condamnable au plan pénal. Et maintenant, attendez, vous conduisez, vous avez fait un accident, mais vous fuyez. Vous savez que si on arrive à vous prendre, mais la condamnation sera plus lourde que vous ne l'aurez imaginé. Et puis c'est inhumain. C'est inhumain parce que vous avez blessé quelqu'un, au lieu de venir le sauver, vous sauvez. Et c'est extrêmement dangereux. Et c'est pour cela que pour nous, comme j'ai affaire à des jeunes aujourd'hui, écoutez, moi je dis souvent à mes étudiants, le téléphone portable, il faut bien que ça serve à quelque chose. Dès que vous arrivez sur un lieu d'accident, des choses comme ça, c'est de prendre des photos, ça peut sauver. Parce qu'on n'a pas encore les pays modernes. En Occident, j'arrive là des États-Unis, vous avez un accident, vous faites un accident, vous ne pouvez pas vous échapper. Parce que partout il y a des caméras. Ici, on a commencé à avoir des caméras, mais ce n'est pas aussi fonctionnel, même pas à Abidjan. Vous voyez? Donc, nos téléphones portables doivent nous aider. Dès qu'il y a un accident, vous arrivez, prenez au moins des images. Ça peut être utile. Et si jamais le monsieur part, il a fui, il faut aussi que nous tous, on ait le réflexe. Quand quelqu'un fuit, celui qui a sa moto peut le poursuivre. C'est extrêmement important pour la vie de celui qui est accidenté. Alors, pour aller plus loin avec vous, comment est-ce que la loi punit ces personnes-là qui ne respectent pas le code de la route et qui n'en ont rien à faire? Parce que généralement, on dit que ils ne trouvent pas ça important en fait. Donc, comment est-ce que la loi punit ces gens-là? Ah non, mais c'est pour ça aussi qu'on a la police, on a la gendarmerie. Une fois que vous avez décrit, vous avez par exemple la photo dont je parle, mais en tout cas, s'il y a des indices, la police va tout faire pour le traquer. Et comme je le dis ici, je pense que tous les conducteurs nous suivent attentivement. Parce que si, en ce moment-là, vous avez fui, quand la police va vous rattraper, la peine, le juge sera très très sévère avec vous. Parce que c'est un multiple délit que vous avez commis. Non seulement vous avez fait un accident, on ne sait pas si vous êtes fautif ou bien vous n'êtes pas responsable de l'accident, mais le fait de fuir, c'est comme si quelque part c'est comme si vous l'avez fait exprès.
Voilà. Et donc le juge sera très sévère avec vous. Et c'est pour cela que, oui, il y a la police qui va tout faire pour mener des enquêtes, et puis on finit toujours par attraper l'accident, celui qui est responsable de l'accident. Et la condamnation sera très sévère. J'insiste vraiment là-dessus, parce que c'est une double faute grave. Vous aggravez votre cas en fait. D'accord. Alors c'est bien compris, monsieur Sierry. Vous, en tant que formateur, est-ce que vous préparez vos apprenants aux dangers qui peuvent survenir sur la route, psychologiquement et tout ça? D'accord. Je vais parler pour moi. À l'auto-école, quand ils arrivent, on a des vidéos d'accidents qu'on trouve un peu sur les réseaux et d'autres trucs qu'on a trouvés concernant nous-mêmes, notre pays. J'essaie de reformater leur esprit déjà en, je ne vais pas dire les traumatisant, mais il leur fait prendre conscience que la route, c'est en même temps notre ami et c'est dangereux. Voilà. Donc quand on finit déjà de regarder les vidéos, ils sont tous choqués et à partir de là, on appuie déjà, on dit voilà, quand tu fais pas ça, voilà ce que ça peut occasionner, tout et tout. Même pendant les cours de conduite, quand ça devient trop calme, je me mets à crier parce que on me dit non monsieur Jean, voilà, parce qu'il y a le moniteur aussi, il préfère le moniteur qui est calme. Mais quand il tombe sur moi, quand c'est trop calme, je me mets à crier. On me dit non, pourquoi monsieur vous criez? Je dis non, vous devez être à conduire quand c'est calme et en situation de stress. Voilà, il ne suffit pas de dire non, tout est calme sur la route. Parce que le jour où c'est bizarre, voilà, vous allez paniquer et tout et tout. Donc, vraiment, on met l'accent sur le fait de les préparer à toute éventualité. Souvent, les gens à la conduite comme ça, ils aiment aller dans un quartier calme. Voilà. Chez nous, à l'auto-école, on roule à la gare routière. Voilà. Donc quand c'est comme ça, l'élève il est préparé, il est dans une situation réelle. Voilà. Alors nous sommes presque à la fin de cette émission. Je vais maintenant vous poser une question à tous les trois. On a tous au moins voyagé une fois. Donc j'ai dit au souvent, quelle est la différence entre la circulation à Boaké et la circulation dans les autres villes? On va commencer par M. Kono qui n'a pas eu la parole depuis. D'accord. Tout d'abord, je voudrais dire à l'ensemble des auditeurs qui nous écoutent actuellement qu'il y a le réseau des jeunes dynamiques de la région de Beké, qui est aussi une organisation, puisque le CNJCI est la fêtière de toutes ces organisations, qui a organisé il n'y a pas longtemps une formation en sécurisme et en sécurité routière, ici même au sapeur-pompier militaire de Boaké. Et ça a permis à tous les jeunes de pouvoir vraiment apprendre, non seulement à pouvoir maîtriser aussi le code de la route, et pouvoir aussi agir en temps de risque d'accident. Et je salue de loin cette association qui milite jour et nuit pour vraiment mesurer et prendre des mesures efficaces dans les risques d'accident. En ce qui concerne cette préoccupation, cette question que vous posez, moi je vais dire que quand on prend par exemple Boaké, c'est une ville, comme le docteur l'a dit, on a une flambée, on a une augmentation. Le nombre de conducteurs de mototaxi est tellement qu'il faut à l'État, ça revient à l'État, de prendre des mesures pour réglementer en fait la circulation. Il y a aussi les infrastructures. Nous voudrons saluer aussi l'État de Côte d'Ivoire qui met tout en œuvre pour pouvoir aussi mettre toutes sortes d'infrastructures à la disposition des populations pour pouvoir bien rouler. Mais les jeunes, surtout des Boakais qui roulent, qui conduisent, en réalité, moi je pense qu'en dehors de l'auto-école, il faut une formation en permanence. Il faut une sensibilisation en permanence. Parce que la formation de l'auto-école ne suffit pas. Il y a certaines personnes qui peuvent savoir un permis de conduire comme ils peuvent, et puis ne pas maîtriser un rouage en ce qui concerne le code de la route. Donc, il faut une permanence de formation, de sensibilisation. Et je voudrais aussi ajouter, en ce qui concerne la société civile, elle, c'est à elle aussi de ne pas aussi forcément attendre l'État, de prendre des initiatives, d'aller auprès de toutes ces populations, de tous ces jeunes, et de pouvoir envisager, de pouvoir mettre en pratique des activités de sensibilisation, des activités de formation, des activités aussi de galvanisation, pour permettre à tous ces conducteurs de pouvoir être sur le droit chemin.
Voilà, donc je vais m'arrêter là pour permettre à tout le monde de pouvoir interagir. Merci beaucoup, M. Konon. C'était très enrichissant ce que vous venez de dire. Alors, on va continuer avec M. Seri. D'accord. Je reviens sur la question. Quelle est la différence entre la circulation à Boaké et la circulation dans les autres villes? Boaké c'est, vous allez m'excuser, mais Boaké c'est un autre monde. Voilà. Et je suis triste comme ça de sortir le matin, de voir un enfant de moins de 15 ans seul sur une moto, en train de circuler en ville, souvent même en train de piloter les tricycles. Et ils aiment bien faire les acrobaties, souvent ça dérape et puis voilà. Dans les autres villes, généralement l'incivisme là, c'est pas une histoire seulement de Boaké. Voilà, on rencontre ça partout, à Abidjan et ailleurs. On va dire, c'est vrai, on met tout sur l'État, mais l'État c'est vous, c'est nous. Et je pense que l'éducation là, ça commence à la maison. Quand je suis au feu, que je vois quelqu'un qui dépasse le feu, je vois les autres motocyclistes, je leur dis, quand vous êtes au grain, il faut leur parler de cette histoire de feu où ils ne veulent pas s'arrêter. Voilà, c'est triste, mais bon, on est dedans. Concernant la formation à l'auto-école, je vais donner quelques conseils rapidement. Quand, dans le choix de votre auto-école, vous arrivez, vous vous renseignez, est-ce que l'auto-école a des véhicules pour former? Est-ce que, souvent j'entends comme ça, les gens se plaignent du prix, mais c'est un diplôme qui vous suit. C'est pas comme le bac qui reste à la maison ou dans un placard. Et c'est votre vie qui est mise en jeu. Et il faudrait choisir, dans le choix de son auto-école, il faut vous assurer que quand vous versez votre argent, on entend trop les gens dire ils sont pressés. Quand tu me dis ça, je te dis il faut aller ailleurs. Voilà, parce que vraiment ça fait mal. Parce que quand ça ne va pas, on accuse les auto-écoles. Voilà, donc vraiment évitez aussi les histoires de bons. Quand vous entendez les bons de permis, voilà, parce que le truc c'est quoi? On va vous dire ça coûte 80 000. Mais quand vous allez arriver, déjà, ils vont vous faire payer plus que ce que vous avez déposé. Et puis, en plus de ça, on va vous expédier. Tu viens, tu payes pour quelque chose. C'est à toi de demander à ce qu'on te forme correctement. D'accord. Merci. D'accord, on va terminer cette question avec Dr. Bouka. Quelle est la différence entre la circulation à Boaké et la circulation dans les autres villes, dans les autres pays? Oui. Merci. Alors, je pense que tout ce qu'ils ont dit, c'est très intéressant. Écoutez, chaque ville, non seulement en Côte d'Ivoire, a sa spécificité, mais en plus, comparé aux autres pays du monde, j'ai un peu de chance de voyager un peu en Europe et aux États-Unis, donc on peut regarder. Tout à l'heure, j'ai chopé un terme, Boaké est devenu un autre monde. Et Boaké est un autre monde. En fait, ce sont les réalités de Boaké depuis la crise. Donc il faut qu'on s'adapte à cela. Et puis il faut qu'on améliore. J'ai aimé l'intervention du jeune, de notre jeune invité, qui a dit qu'il faut que l'État aide Boaké, aide les populations à mieux vivre à Boaké avec les réalités de Boaké. Je veux dire que quand on prend Abidjan, on est tous véhiculés. C'est vrai que moi je ne conduis pas, j'ai un chauffeur, un conducteur, mais il arrive parfois où je prends le volant. Il y a des zones vraiment qui sont vraiment embouteillées, catastrophiquement parlant. Abidjan, vous pouvez prendre le Pougon, même vous prenez aujourd'hui la Cocody, la belle capitale, enfin, le beau quartier chic de Cocody. Non, il y a des heures de pointe, laissez tomber les embouteillages. Mais généralement, comme ce sont des responsables qui reviennent du boulot, on est quand même, ça serait pas. Par contre, quand vous allez dans les points chauds de Yopougon ou bien à Djamé, Boaké n'est pas un autre monde. Parce qu'on retrouve. Sauf qu'à Boaké, la spécificité de Boaké, ce sont les tricycles et puis les taxis-motos. Or, tous ces gens-là, ils ne passent pas de permis. C'est ça le drame de Boaké. Tous ces gens ne passent pas de permis. À Abidjan, la majorité de ceux qui conduisent ont leur permis de conduire. Avant, il fut un temps où on disait que les gens même ne passaient pas le concours et puis ils sont à la maison, puis leur permis. Je pense que ça, c'est des choses qui sont révolues. Et je veux compter sur les auto-écoles et puis sur nos agents des forces de l'ordre pour nous aider à régler cette question aussi. En tout cas, globalement, Boaké n'est pas un monde à part. Boaké a eu ses réalités en fonction de la crise
qui est advenue. On a eu des populations venues de nos pays voisins, des frères, donc leurs habitudes aussi, c'est ça aussi le vivre en commun, en communauté. Donc ils nous envoient aussi des habitudes et nous aussi, donc on est obligé de faire face à ces réalités-là. L'appel que je voudrais lancer en terminant, c'est vraiment de demander aux autorités de s'intéresser à la question parce que nous perdons des milliers de nos concitoyens un peu pour rien, quoi. Parce qu'on n'a pas pris la chose au sérieux. Des jeunes de 15 ans qui n'ont pas le droit de conduire sont au volant, des tricyclistes, ils transportent nos mamans, ils transportent nos parents. Et puis on est là, ça ne nous dit rien. Alors qu'il y a la police, il y a la gendarmerie et tout ça. Je pense qu'il faut un grand programme, un vaste programme. Vraiment le maire, s'il nous entend, le conseil régional, s'il nous entend, qu'ils prennent les choses en main pour qu'une dotation particulière, un regard particulier soit mis sur cette question-là, appeler tous les syndicats des tricycles et autres, et des motocyclistes, et puis les auto-écoles pour trouver un programme avec la société civile pour ventiler cela. Vraiment, je pense qu'on a assisté à une très belle émission. Je voulais vous féliciter encore une fois. J'ai été très heureux d'être là. Merci à vous d'être venu. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Boga, docteur Boga. Je suis ému. C'est un honneur pour moi de vous avoir vu sur le plateau. Alors, je l'ai dit, nous sommes presque à la fin de cette émission. Donc, pour terminer cette émission en beauté, je vais vous demander, selon vous, quelles sont les mesures qu'on pourrait accorder aux usagers de la route pour pouvoir les éduquer au respect de la sécurité routière. On va commencer par notre spécialiste du jour, M. Séry. D'accord. Il y a toujours la communication. Voilà. On va parler de sensibilisation. Je vais rapidement rebondir sur un truc que j'ai vu aujourd'hui. Il y a les résultats du ministère du Transport qui semblent satisfaisants. Ils ont lancé un programme jusqu'en, je ne sais plus, c'est 2025 ou 2026, un truc sur 5 ans, qu'on appelle la semaine de la sensibilisation. C'est chaque mois. Et vraiment, ça a apporté un peu ses fruits, même à Boaké ici. Les trucs, les accidents, je ne vais pas dire ça a diminué, mais au moins les pertes en vie humaine, là, c'est appréciable, ça va. Voilà. Donc, je pense que la communication, sensibilisation, la société civile est là, tous les acteurs, tous ceux qui sont concernés, les papas, les mamans, les imams, les prêtres, tout le monde doit vraiment insister sur le fait d'encourager les gens à respecter le code de la route. Même quand ils n'ont pas encore le permis ou l'âge pour le faire, ils peuvent venir dans les auto-écoles. Ils peuvent acheter les livres de code. Ils peuvent aller sur YouTube, sur partout. Il y a les supports maintenant pour voir un peu comment se comporter au moins. Voilà, merci. Très bien. Donc on va aller en même temps avec vous en pouvoir nous faire parce que les émissions à la fin de cette émission. D'accord. Donc quel serait votre mot de fin pour cette émission? Je vais toujours dire les remerciements à Dr Boga. C'est ma première fois de le voir. Il a un charisme, il dégage vraiment quelque chose de grand. Merci. Voilà. Merci à Becker FM d'avoir pensé à moi. La société civile est vraiment représentée. Voilà. Monsieur Conan, vraiment, voilà, il est juste à côté de moi. Donc, Boaké, c'est un message pour vous. 2025 approche, il est temps de changer de mentalité. Et les accidents, on pense que quand on passe, on voit que ça c'est quelqu'un qui est couché, c'est pas mon parent, mais ça peut être un agent de la mairie qui gère peut-être le service extrait de naissance. Imaginez-vous, ce gars-là, il n'y a pas quelqu'un pour le remplacer. Il est hospitalisé. On vous dit que votre dossier traîne parce que celui qui devait gérer ça, il n'a pas signé. Bon. Après, vous avez dit non, c'est l'État. Pourtant, c'est un de vos cousins qui a cogné la personne et puis voilà, tout le monde est bloqué. Voilà. Donc vraiment, changeons de mentalité et surtout, laissez le gros cœur là. Un peu de courtoisie. Je vois que je peux céder le passage. Mon frère, il faut passer. Si le gars aussi, il se comporte d'une manière, il est virulent et tout, il faut le laisser passer avec ses problèmes. Il ne faut pas le suivre dans son comportement. Vraiment, merci à tous et bonne chance. Et que Dieu bénisse Boaké, Becker FM. Merci, amen. Merci beaucoup, M. Séry. Votre mot de fin, M. Conan. Je voudrais tout d'abord répondre et rassurer Dr Boga, voilà, parce que moi, en tant que jeune, j'ai vu et j'ai apprécié plusieurs actions émanant
du conseil régional et aussi de la mairie qui ont fait des remises des permis de conduire ici à Boaké. Il faut le mentionner. Nos autorités s'engagent jour et nuit pour pouvoir permettre à tous ces jeunes de pouvoir bénéficier de ces formations suivies des permis de conduire. Voilà, je voudrais inviter tous les jeunes qui nous écoutent, toutes les personnes de différentes couches qui nous écoutent ici cet après-midi, voilà, à prendre aussi les pas des responsabilités. Parce que l'État pourra beau prendre des initiatives, des actions, voilà, mais tant qu'on ne saura pas notre part des responsabilités, les choses ne pourront pas marcher. Donc il faut l'engagement, il faut l'implication aussi du conducteur, du jeune qui est au volant, du jeune qui est en train de rouler la moto, le vélo, voilà, la voiture. Il faut qu'il sache que là où il est, non seulement sa vie est en jeu, mais aussi la vie aussi des autres est en jeu. Donc du coup, il faut qu'il puisse encore vraiment avoir un minimum, voilà, de conscience. C'est très important. Parce que certains jeunes roulent avec un manque de vigilance, avec beaucoup de distractions. Il faut les en parler, les en appeler pour qu'ils puissent encore éviter ce moment de distraction. Lorsqu'on est volant, voilà, il ne faut pas vraiment s'enivrer d'alcool, tout et tout. Il faut vraiment être discret que plutôt être distrait. Voilà. Donc je voudrais, voilà, dire merci à la radio Média FM et aussi Beké FM et aussi dire merci à Dr Boka pour sa présence ici, remarquée et remarquable. Merci beaucoup. Merci. La jeunesse est très dynamique et puis ça nous réjouit. Si tous les jeunes pouvaient être aussi conscients et responsables. Je dis toujours à mes étudiants, les diplômes c'est bien, c'est beau, mais il y a autre chose. Dans la vie, il faut te rendre utile. Et cet après-midi, j'ai fait cette émission avec des jeunes qui se rendent utiles pour la société. On ne nous a pas envoyés ici, on n'a pas été payé pour être ici. Vous voyez, on contribue à la bonne marche de notre société. L'État est ailleurs et nous on fait notre part. Je voudrais vraiment vous féliciter et puis dire à toutes nos populations que c'est pour elles que nous sommes là. Parce que nous nous soucions, nous nous préoccupons de leur bien-être. Il faut vraiment faire attention. On peut sauver des vies. Parfois on meurt inutilement. On meurt pour si peu. Alors que la vie, elle nous réserve encore beaucoup de choses. Je voudrais vraiment saluer Beké FM. Je suis très fier de ce que vous faites et je pense que le message a été entendu. Je remercie à la suite de mon fils, de mon cadet, les autorités de Boaké qui font déjà beaucoup. Elles peuvent toujours aller un peu plus loin, continuer la sensibilisation parce qu'on aimerait, et moi-même je suis très inquiet parce qu'on a nos étudiants ici. Boaké est devenu une grande ville estudiantine. Vous voyez, donc tous ces gens qu'on transporte, je vois nos étudiantes et nos étudiants monter sur les motocyclistes et avec les motocyclistes, donc ça nous inquiète. Vous voyez, donc je pense même que l'université elle-même aussi devrait s'intéresser aussi à ce problème-là pour protéger la vie de nos étudiants. Je suis très content d'avoir participé à cette émission et vous savez, je fais tous les plateaux du monde et je ne néglige jamais un média. Chapeau à Beké FM. Merci beaucoup. Alors, c'est sur ces mots que nous allons mettre un point final à notre émission. C'est un plaisir pour moi d'animer cette émission. Je rappelle que la technique a été assurée par l'excellentissime Samuel Apo. Vous l'aurez à la rediffusion de cette émission le samedi à 21h. C'était Timo Christian Monico. Et restez connectés sur Beké FM pour la suite des informations. Merci. Merci. Chapeau à l'animatrice. Ah, la présentatrice, elle est très brillante. Félicitations. Cristaline. Quand on est dans son élément, on laisse tomber quoi. Bravo. Monsieur le directeur, oui, comment vous allez?